Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de la série Les Penseurs, on va parler d'un auteur incontournable quand on s'intéresse à la psychologie du développement, quand on s'intéresse à la psychanalyse contemporaine et de manière générale quand on s'intéresse aux relations entre les êtres humains. Aujourd'hui, on parle de John Bowlby. Je pense que le nom vous dit quelque chose puisqu'il est indissociable de la théorie de l'attachement. Aujourd'hui, on réduit John Bowlby au style d'attachement. Bien entendu, si on le réduit à ça, on passe à côté de l'essentiel. Donc, je vous fais aujourd'hui une vidéo pour présenter l'homme qu'il y a derrière cette théorie. Et ce que je trouve vraiment passionnant chez John Bowlby, c'est pas seulement ce qu'il a découvert et théorisé, c'est la manière dont il est parvenu à construire une nouvelle théorie à une époque où la psychologie était déjà profondément divisée. Donc, pour comprendre son œuvre, il faut aussi comprendre le monde et l'époque dans lesquelles il a vécu. Donc, John Bowlby, il est né à Londres en 1907. Il vient donc d'une famille britannique, plutôt aisée, plutôt bourgeoise. Comme beaucoup d'enfants de son milieu social, il est élevé avec des principes éducatifs assez stricts, ceux de l'époque, hein, où les parents sont relativement peu présents au quotidien. Les soins sont assurés par une nourrice, donc la nourrice devient la première figure d'attachement. Heu, En ce qui concerne Bowlby, sa nourrice est partie quand il n'avait que 4 ans. Alors je ne sais pas si elle a été licenciée ou si elle est partie d'elle-même. En tout cas, lui va parler de ce premier déchirement comme quelque chose de fondateur dans son existence et à seulement 7 ans, il est envoyé en pension. À l'époque, c'était assez normal, en fait. Pour nous, aujourd'hui, ces séparations vont nous sembler très, très précoces dans la vie d'un enfant et très violentes. À l'époque, en plus dans un milieu bourgeois, voire aristocratique, c'était considéré comme la norme, hein. On pensait même que pour les garçons, c'était très bien parce que ça allait leur forger le caractère, ça allait les préparer à leurs responsabilités futures d'adultes. Bowlby, lui, il va en parler des années plus tard et il va en parler comme une expérience profondément traumatisante et douloureuse, alors qu'il n'avait que 7 ans. Donc oui, heu, les traumas d'enfance marquent et on s'en souvient généralement toute sa vie. Bien sûr, ce serait très réducteur d'expliquer toute l'œuvre de Bowlby par son histoire personnelle infantile. Bon, ceci dit, je trouve que c'est pertinent de remarquer qu'il y a des questions qui vont traverser toute sa carrière, qui sont finalement déjà présentes dès son enfance. Par exemple, qu'est-ce qui se passe pour les enfants quand ils sont arrachés à ceux auxquels ils sont attachés? Est-ce que ce sont des situations anodines que l'on oublie vraiment? Est-ce que la manière dont un adulte va prendre soin d'un enfant, ça va laisser une trace finalement dans le développement de l'enfant ou pas? Voilà, ce sont vraiment des questions qui sont à la base de sa curiosité et de ce qu'il a développé tout au long de sa vie. Donc j'avance un peu dans le temps, Bowlby fait des études de médecine, il va se spécialiser en psychiatrie et puis, rapidement, il va se former à la psychanalyse parce que la psychanalyse est en plein essor. Là, on est dans les années 30, donc Freud est encore vivant, et il a travaillé toute sa vie à faire connaître la psychanalyse. On peut dire que la psychanalyse, de manière générale, a beaucoup d'influence sur la compréhension de la souffrance psychique. Il faut dire que c'est très novateur, ça divise déjà encore beaucoup, mais c'est devenu le truc à la mode. Donc Bowlby, il va déjà faire une analyse personnelle et très, très vite, il va rejoindre, la Société britannique de psychanalyse où il va être formé à la psychanalyse et il va être formé par, pas n'importe qui, par Mélanie Klein. Mélanie Klein, elle est, à la suite de Freud, c'est une post-freudienne comme on dit. C'est une des grandes figures de la psychanalyse infantile. Vraiment, j'insiste sur le fait que qu'elle est spécialisée dans la psychanalyse des petits enfants, des jeunes enfants. Eh ben, il a été formé à la psychanalyse et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on oublie quand on parle de Bowlby. On a tendance à dire que justement, il était contre la psychanalyse, puisque sa théorie de l'attachement, s'éloigne complètement des principes freudiens. Non, ça c'est très caricatural de dire ça. Rappelons-nous toujours que lui-même était psychanalyste.
ce qu'il va faire, c'est que petit à petit, il va prendre une direction différente, non pas pour rejeter la psychanalyse, mais pour montrer une autre manière, de la faire dialoguer avec le reste du monde. Je vous en parle bien entendu un peu plus loin dans cette vidéo. Je reste quand même sur le contexte culturel et social de l'époque parce que c'est très important. On est dans la première moitié du XXe siècle, c'est une période qui est extrêmement riche du point de vue des sciences sociales. C'est vraiment une période en pleine effervescence de ce point de vue-là, hem et donc si je caricature un petit peu, il y a 2 grands mouvements à l'époque, la psychanalyse d'un côté et le comportementalisme de l'autre. Donc la psychanalyse, c'est elle qui, à cette période-là de l'histoire, a plutôt le dessus. Voilà, Freud a bien fait son boulot, il a travaillé toute sa vie pour ça, il a fait des sacrifices, hein, conscients, hem, pour que la psychanalyse soit acceptée comme étant une science. J'insiste aussi là-dessus, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, notamment toute ma série de vidéos sur Jung, où j'ai beaucoup parlé de la relation entre Jung et Freud. Donc, à l'époque, la psychanalyse, elle a vraiment une grande influence clinique. Elle est là pour insister sur les conflits inconscients, elle parle de pulsions, elle parle de fantasmes, en gros tout ce qui est monde interne. Donc bien sûr que les relations précoces, c'est-à-dire les relations entre un petit enfant et le reste du monde, ce sont des choses qui sont théorisées et importantes, mais elles sont surtout pensées à travers leur élaboration psychique. Je mets ça de côté pour l'instant, on y reviendra. De l'autre côté, on a le courant, du comportementalisme. Donc pour vous citer quelques noms, il y a Skinner, avant lui, il y a Watson. Pour eux, les émotions et le monde intérieur, tout ce qui est représentation interne, on ne peut pas l'analyser scientifiquement, hein. Ce n'est pas observable, or il faut que la science se limite à l'étude de ce qui est observable. Sinon, c'est pas scientifique, sinon il y a trop de représentations individuelles. Donc, on a vraiment 2 visions du monde psychologique, en parallèle, non pas en contradiction, mais en parallèle, même si sur la base, ils ont l'air de s'opposer. D'un côté, on a, une vision de la psychologie qui se consacre uniquement au monde intérieur et de l'autre qui se consacre uniquement au comportement observable. Bowlby arrive au milieu et dit: «Je me reconnais pas complètement ni dans l'un ni dans l'autre». Voilà. Et c'est ça que je trouve très chouette avec Bowlby, c'est qu'il n'a jamais rejeté ses prédécesseurs, ni même ses contemporains. Hem, il lit, il admire le travail réalisé et puis il dépasse, et transcende certaines théories, hem, pour en faire quelque chose à sa sauce, voilà, pour dire les choses comme ça et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Il ne se contente pas de répéter ce qu'on lui a appris, il le questionne et il est capable de questionner l'ensemble et pas seulement une branche de la psychanalyse, par exemple. Donc je vais vous parler de quelques grandes figures qui ont vraiment influencé son travail. Donc bien sûr, je vous ai cité, Freud et Mélanie Klein. Il y a le travail de Winnicott, dont je vous parle très régulièrement et j'ai prévu de faire une vidéo sur Winnicott, je pense d'ici un mois, parce qu'il me faut quand même un peu de temps pour préparer ces vidéos, presque autobiographiques, pas auto, presque biographiques. Donc Winnicott bien sûr, et puis il y a le travail d'André Spitz aussi, qui va beaucoup influencer. Donc petit récap. Freud. Freud, il nous dit que les premières années de la vie sont décisives et les relations entre un nourrisson, un jeune enfant et ses parents, ça va façonner complètement son développement psychique. OK, on est d'accord là-dessus. Ça, cette idée-là, Bowlby va vraiment l'intégrer et la travailler, cette idée, tout au long de sa vie. Par contre, une autre proposition freudienne dont il va plutôt s'éloigner, c'est que, pour Freud, le nourrisson, s'il s'attache à un adulte, c'est parce qu'il a des besoins biologiques, il a besoin d'être nourri. Freud parle beaucoup du sein, du rapport au sein, du fait d'allaiter l'enfant, de lui apporter de la nourriture et donc pour Freud, il y a d'abord le besoin d'avoir ces comment dire? La nécessité que nos besoins physiologiques soient satisfaits et quand ils sont satisfaits, alors il y a un lien affectif qui en découle. Parce que nos pulsions freudiennes sont satisfaites.
Là-dessus, Bowlby, il est pas d'accord, il voit les choses à l'envers. Il pense qu'au contraire, l'attachement, c'est un besoin fondamental, que bien sûr qu'il a besoin d'être nourri, d'être propre, d'avoir chaud, bon, bien sûr. Mais ce dont l'enfant, le bébé, a besoin avant tout, c'est d'une personne plus grande que lui, adulte, protectrice, et ce, indépendamment de la nourriture. Donc cette idée aujourd'hui, elle semble assez évidente, hein, qu'un bébé, il a besoin aussi de contact, de relations saines, d'interactions, d'émotionnel. À l'époque, c'était complètement novateur. Je vous rappelle qu'il y a pas si longtemps, hein, il y a encore 100 ans, on considérait qu'un bébé, c'était un tube digestif, un gigot avec un tube digestif, qui n'interagissait pas et il grandissait, il devenait un mini adulte qu'il fallait dresser au sens premier du terme, dresser bien droit en lui montrant ses erreurs pour qu'il puisse devenir un grand adulte, responsable. On n'avait pas du tout cette vision émotionnelle et affective des besoins de l'enfant. Le travail à côté ça de René Spitz vont beaucoup le travail va beaucoup influencer la théorie de Bowlby parce que Spitz, il va travailler dans des pouponnières, dans des institutions où il y a des nourrissons. J'en parle malheureusement, régulièrement dans mes séances parce que c'est un exemple quand même assez frappant. Il n'y a pas eu que Spitz, mais quand même. Heu, Notamment en ces temps de guerre, hem, les nourrissons à qui on apporte toutes les réponses physiologiques, mais à qui on n'apporte pas des relations affectives stables, hem, vont se laisser mourir. Voilà. De manière générale et peut-être un peu moins caricaturale, il y a une grande mortalité chez ces nourrissons-là, même si a priori ils sont en bonne santé physique. Et pour ceux qui ne se laissent pas dépérir, il y a un ralentissement du développement et où il va y avoir des troubles physiques ou psychologiques importants, un petit peu plus grands. Spitz nous parle notamment de dépression anaclitique, il nous parle d'hospitalisme. Ce sont quand même des termes assez nouveaux pour l'époque, donc ça va profondément influencer le travail de Bowlby. Ça va renforcer en fait son intuition que les relations humaines, ce n'est pas du confort. Les relations humaines, elles participent au développement de l'enfant, au développement physique de l'enfant. Donc ça va vraiment profondément influencer son travail et surtout son travail de recherche. Donc je vous ai parlé de Winnicott, bien sûr, ils ont énormément en commun tous les 2, hein. Tous les 2 vont nous dire que l'environnement dans lequel grandit l'enfant est primordial. Winnicott, il nous parle du holding, il nous parle d'un environnement suffisamment bon, il nous parle de dépendance absolue. Donc ce sont beaucoup de concepts qui mettent en avant le rôle des soins et le rôle du parent qui doit être disponible, suffisamment disponible et non parfait. Leurs méthodes par contre vont être très différentes. Voilà. Winnicott, c'est un clinicien psychanalyste. Bowlby, alors certes, c'est lui aussi un psychiatre clinicien psychanalyste. Ah, petit souci de caméra. Voilà. Hem, Lui aussi, il est clinicien et psychanalyste, mais il veut que sa théorie soit basée sur de l'observation empirique. Il veut des sciences du vivant, il veut se confronter à la réalité et ne pas rester uniquement, ou plutôt dans de l'observation et de la théorisation à distance. Et en ce sens, il se rapproche presque de la biologie. Là aussi, on en parle un peu plus loin parce que son travail est passionnant. Et enfin, je reviens sur Mélanie Klein, donc qui est une post-freudienne, et qui s'intéresse au mouvement interne des enfants, au monde interne des enfants. Donc on parle de leurs fantasmes, on parle de leurs angoisses, primitives, comme elle dit, et puis elle parle beaucoup de relations à l'objet, les objets internes de l'enfant. Il y a eu un grand clash entre Mélanie Klein et son élève Bowlby, parce que pour Bowlby, cette manière d'analyser le psychisme de l'enfant, ça risque de sous-estimer la réalité, le poids des événements tels qu'ils ont été réellement vécus. Parce que pour lui, il y a des souffrances qui relèvent du fantasme, peut-être, mais la grande majorité des souffrances, elles sont la conséquence de séparation, elles sont la conséquence de traumas, de violences, de pertes, ou tout simplement du fait que l'environnement ne réponde pas suffisamment bien aux besoins de l'enfant. Donc pour lui,
La réalité psychique, certes, elle existe, mais la réalité extérieure, elle compte aussi et beaucoup. Et donc ça, c'est une nuance aussi qu'on a souvent perdue quand on oppose Bowlby et la psychanalyse, puisqu'on se dit: «Oui, mais Bowlby, s'est fâché avec Mélanie Klein et ils avaient des grands désaccords, donc Bowlby est contre la psychanalyse». C'est pas ça, c'est pas qu'il était contre, c'est qu'il rajoutait une nuance, une facette et donc une dimension supplémentaire. Bon, on revient à l'environnement, historique de l'époque, hein, puisque vous vous en doutez, la Seconde Guerre mondiale arrive. Des milliers d'enfants en Angleterre sont séparés de leurs parents, évacués, certains deviennent orphelins et il y a eu quand même une grande prise de conscience, du milieu médical et des services sociaux de l'époque, qui vont se rendre compte que ça a des conséquences psychiques sur les enfants. Certes, ils sont en sécurité physique parce que, l'État a fait en sorte de les éloigner des bombardements, mais ça a des conséquences psychiques énormes. Et là, Bowlby va être sollicité par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui va lui demander de, travailler sur les effets de ces séparations. Le fait de séparer un enfant et notamment un petit enfant avec ses figures de soins, qu'est-ce que ça fait chez lui d'un point de vue psychologique? Il va faire un rapport qui est sorti en 1951 qui s'appelle, Soins maternels mince, comment ça s'appelle? Soins maternels et santé mentale, si je me souviens bien. Bref, son rapport de 51, en tout cas, va vraiment avoir un retentissement international et ça va profondément modifier la manière dont les enfants sont traités dans les hôpitaux, dans les institutions. Ça va vraiment transformer les pratiques, même si rien n'est parfait, mais voilà, c'est ce rapport-là demandé par l'OMS qui va avoir un vrai retentissement pratico-pratique sur la manière dont les enfants et notamment les tout jeunes enfants sont traités dans les institutions. Donc, je disais tout à l'heure qu'on peut presque rapprocher Bowlby d'un travail de biologiste. C'est pas pour rien, c'est parce que Bowlby, il ne va pas se contenter de regarder ce qui se passe dans le monde psychologique en général et psychanalytique en particulier, il va aussi regarder ce qui se passe ailleurs et l'éthologie est une science qui va profondément, influencer son travail. L'éthologie, c'est bon, ma caméra est pas très sympa aujourd'hui. C'est peut-être la fin, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Hop, j'espère que ça va aller. Donc l'éthologie, c'est une discipline qui étudie le comportement animal naturel, dans son milieu naturel, hein. Pas les loups en cage, pas les chevaux ou les moutons dressés, on parle d'un animal sauvage, et comment ces animaux, sociaux ou non, évoluent. Je pense notamment au travail de Lorenz, qui a beaucoup travaillé sur, les oiseaux plutôt, il me semble. Et il y a un autre dont j'ai oublié le nom, qui me reviendra plus tard, qui lui a travaillé sur les jeunes singes. Hem, enfin bref, ses travaux sur le comportement et le développement, des jeunes mammifères, notamment, vont montrer que les petits, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la proximité. Ce qu'ils veulent, c'est du contact et un sentiment de sécurité, plus que de la nourriture, en fait. Ils préféreraient mourir de faim à côté de leurs, adultes, plutôt que, d'être bien nourris, mais seuls au monde, dans un environnement potentiellement dangereux. Donc ce travail-là, ça va vraiment influencer Bowlby. Non pas que Bowlby se dise: «Tiens, les bébés humains vont réagir comme des macaques». Par contre, il va se dire que l'évolution a sélectionné au fil des générations des comportements qui favorisent la survie des petits. Or, on retrouve ce mécanisme de survie chez, différents animaux, des mammifères, des oiseaux et cetera. Chez les mammifères, par exemple, et notamment les macaques, on retrouve, des choses qui sont extrêmement similaires aux réactions des jeunes bébés, des jeunes, enfin des nourrissons. Par exemple, dans les quelques heures qui suivent, la naissance, un nourrisson, il va avoir un réflexe de préhension, c'est-à-dire il va avoir le réflexe de s'accrocher au doigt qu'on lui tend comme ça, de manière extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on peut même le soulever. Ne faites pas ça avec un bébé qui vient de naître. Mais sachez que
C'est vérifié généralement par les sages-femmes et les médecins, juste après la naissance, vérifier que le bébé a bien ce réflexe, de s'accrocher, mais s'accrocher au point qu'on puisse le soulever totalement, donc une grande force quand même dans les mains et dans les bras, parce que c'est un réflexe automatique qu'on retrouve, justement chez les singes où les bébés vont s'accrocher au poil, de leur maman juste après la naissance puisque c'est, leur nouveau lieu de vie. Mais aussi le fait de pleurer pour, exprimer un inconfort ou un besoin. Par la suite, le fait de sourire, qui ne vient pas immédiatement, mais qui va venir quand même assez rapidement quand on réalise qu'un bébé de quelques mois, est capable de regarder, alors même que ses yeux ne fonctionnent vraiment pas très bien, il est capable de voir les visages, de les reconnaître. On sait qu'un bébé de 1 mois est capable de distinguer un visage souriant d'un visage grimaçant. Ça lui fait peur une grimace, alors même qu'il n'a jamais connu la moindre, il n'a jamais pu faire le lien entre grimace et violence pour lui. Donc il y a vraiment des automatismes émotionnels et affectifs. Ensuite, un bébé qui commence à marcher, il va suivre son adulte de prédilection partout. Bon, tout ça, ce sont des comportements qui n'ont pas d'autre objectif que de maintenir de la proximité avec l'adulte protecteur présent à ce moment-là pour l'enfant. Je dis bien l'adulte présent à ce moment-là, parce qu'un enfant, il comprend très bien que sa maman n'est pas le seul adulte. S'il y a du monde autour de lui, il y a un autre parent, il y a, d'ailleurs je dis sa maman, mais ça peut être, comme le dit le gouvernement aujourd'hui, le parent A, parent B, ça peut être un papa extrêmement présent, ça peut être une nounou, ça peut être une grand-mère, ça peut même être un grand frère ou une grande sœur. Bref, il a différents plus grands que lui qui sont là pour le protéger. L'attachement, c'est un système comportemental qui est façonné par l'évolution. Et ça va vraiment influencer le travail de Bowlby qui dit: «OK, on a la biologie d'un côté qui nous dit ça, mais ce n'est pas contradictoire avec la psychanalyse. Au contraire, on peut mutualiser différents courants théoriques et c'est ça qui va donner petit à petit sa théorie qui, est profondément originale pour l'époque, puisqu'il nous dit: «L'enfant, il naît avec un besoin biologique. Ce besoin, c'est avoir de la proximité avec une figure protectrice, parce que ça lui assure de la sécurité physique, mais aussi une sécurité psychique et donc quand cette figure va répondre, alors pas toujours, pas de manière parfaite, mais de manière suffisamment stable et suffisamment sensible à ses besoins, eh bien l'enfant progressivement il va développer un sentiment de confiance et il va pouvoir explorer le monde. Alors bien sûr, un enfant de 2 mois n'explore pas le monde comme un enfant de 2 ans, mais en fonction de ses capacités, petit à petit, parce qu'il se sent en sécurité, il va être capable d'explorer le monde. C'est ce que Bowlby appelle la base de sécurité et donc pour lui, l'autonomie n'est pas l'opposé du lien. Au contraire, l'autonomie arrive parce qu'il y a du lien et ça, c'est profondément novateur pour l'époque. Et parce qu'il va vivre un grand nombre d'expériences, petit à petit, l'enfant, il va construire ce que Bowlby appelle des modèles internes opérants, c'est-à-dire qu'il va avoir de représentations de lui-même, représentation du monde, représentation de ce que c'est une relation saine, représentation des autres, qui vont petit à petit se construire parce que ça ne se fait pas parce qu'on l'apprend théoriquement, mais parce qu'on l'expérimente. Donc par exemple, il va se demander de manière inconsciente: «Est-ce que, je suis digne d'être aimé? Est-ce que les autres sont disponibles quand j'en ai besoin? Est-ce que je peux compter sur d'autres humains quand je suis en difficulté?» Toutes ces questions-là, l'enfant tout petit l'intègre et ça va influencer toutes ses relations futures. Ça ne détermine pas toutes les relations futures à venir, mais ça va les influencer. Je ne peux pas parler de théorie de l'attachement sans parler de Mary Ainsworth. Comme souvent, malheureusement, les femmes sont oubliées quand on parle de grandes théories, psychologiques ou psychanalytiques et donc c'est important pour moi de le citer. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une petite vidéo sur elle à la suite de cette vidéo-ci. Donc Mary Ainsworth, c'est une, Canadienne. C'est une psychologue canadienne. Elle va collaborer très étroitement avec Bowlby, puis par la suite elle fera ses propres recherches. Sans elle, il n'y a pas de théorie, de l'attachement. Point. Ce qu'elle va faire, c'est que Bowlby en est à l'époque à avoir ses théories, sur papier
Elle va faire des observations en Ouganda, où elle est partie faire ses recherches. Elle va créer le protocole qu'elle appelle protocole de la situation étrange, et elle va mettre à l'épreuve toutes les hypothèses théoriques de Bowlby. Ils vont collaborer ensemble, c'est pas elle qui fait ça toute seule dans son coin, hein, ils vont collaborer ensemble, ce qui fait que grâce à ces travaux, les différents profils d'attachement vont pouvoir être théorisés. C'est-à-dire qu'on parle des profils sécures ou sécurisants, du profil évitant et du profil anxieux qu'on appelle aussi profil ambivalent. Donc ces profils-là qui sont extrêmement connus maintenant dans tout le monde du développement personnel, sans Ainsworth, ils n'existeraient pas, tout court. Et d'ailleurs par la suite, mais c'est plus récent dans le temps, il y a un 4e profil qui est le profil d'attachement désorganisé qui va être conceptualisé, mais ni par Ainsworth, ni par Bowlby. Je sais que c'est Judith Solomon qui va travailler avec, Mary Main, je crois que c'est ça son nom. Mary Main, qui vont toutes les 2 travailler à ce 4e cette 4e organisation psychique de l'attachement. Donc autrement dit, Bowlby, il va élaborer tout le cadre théorique, mais c'est Ainsworth qui va développer les outils qui permettent de tester ce cadre, de l'observer, de l'étudier. Donc leurs travaux sont vraiment complémentaires. Or, quand on parle d'attachement, on parle toujours de Bowlby. J'essaye systématiquement de dire Bowlby et Ainsworth, mais c'est vrai que c'est souvent plus simple de dire juste Bowlby, puisque c'est le nom dont tout le monde se souvient. Donc voilà, j'ai fait un petit tour d'actualité, enfin pas d'actualité, un petit tour de la théorie et de l'environnement dans lequel, la théorie a été créée. On va voir maintenant ce que la théorie a suscité comme réaction et comme critique, parce que bien entendu, comme toutes les grandes théories, ça a été très critiqué à l'époque. Vous vous en doutez parce que je le dis en pointillé depuis le début de cette vidéo, il sortait du cadre. Donc les psychanalystes vont lui dire: «Oh, c'est pas super cette théorie parce que, hem, vous parlez trop de comportements observables et vous parlez trop des interactions réelles, donc c'est pas assez, psychiquement internalisé». Les comportementalistes, eux, ils vont dire: «Ah, c'est pas super parce que vous parlez trop d'émotions encore et vous parlez trop de représentations internes, donc c'est trop psychanalytique». Bref, il est un peu au milieu, et par la suite, il y a même des associations féministes, ou du moins des mouvements féministes qui vont critiquer l'usage fait par cette théorie et par ces travaux. Heu, je fais une petite parenthèse, mais encore une fois, les théories telles qu'elles ont été rédigées et ensuite comment elles sont divulguées, vulgarisées, utilisées par certains et certaines pour soutenir leurs causes et leurs idées, forcément, ça ouvre la porte à beaucoup de dévoiements de la théorie originale. Et donc effectivement, il y a eu cette espèce de poids qui a été mis sur les épaules des mères, où on leur a donné cette responsabilité immense que, elles devaient répondre aux besoins du nourrisson. Toute séparation est délétère, toute attente ou tout manquement, en fait, aux besoins psychiques ou toute incompréhension du besoin émotionnel du nourrisson, risque d'avoir des conséquences terribles sur les relations futures de ce futur adulte. C'est pas du tout ce que Bowlby a dit. Donc vraiment, ça a été, très réducteur, comme souvent. Donc si vous entendez parler de ça, que Bowlby serait contre le féminisme, c'est faux. Au contraire d'ailleurs, il a bien précisé que la mère ne devait pas être présente en permanence. Il va par la suite, parce que sa pensée a évolué, il va par la suite dire qu'il ne s'agit pas de la mère, il s'agit de figures suffisamment stables, suffisamment sensibles et suffisamment disponibles, et que ce n'est pas forcément une figure, c'est même plusieurs figures en même temps ou dans le temps. On en reparlera un peu plus tard parce que je vais vous faire un petit debunk aussi des idées, préconçues sur Bowlby. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste de la théorie de l'attachement qui est très en vogue sur les réseaux sociaux? Hem, déjà sachez que d'un point de vue scientifique, beaucoup de ces intuitions, de ces hypothèses continuent d'être, testées et soutenues par la recherche. On sait aujourd'hui de manière suffisamment solide que les premières relations vont jouer un rôle majeur dans le développement émotionnel.
On sait aujourd'hui que le sentiment de sécurité, c'est ce qui favorise l'exploration du monde. On sait que les relations précoces vont influencer la manière dont on construit nos relations aux autres et au monde. Mais on sait aussi, grâce justement à tous ces travaux de recherche, que l'attachement, ce n'est pas un destin, ce n'est pas parce qu'on a eu telles expériences infantiles précoces, heu, parce qu'on a eu ces expériences, alors plus tard, on aura forcément des relations chaotiques, on aura forcément un problème d'attachement et on sera dans l'évitement et cetera. Non, heu, ce que la science nous apporte en plus comme compréhension de la théorie de l'attachement, c'est que les stratégies relationnelles, elles évoluent au fil des expériences de la vie, au fil des rencontres. Si on crée des liens sécurisants, forcément, ça nous permet de retravailler notre manière d'entrer en relation avec le monde et bien entendu, les thérapies qu'on entreprend, vont aussi nous permettre d'influencer tout cela. Ça continue son travail d'influencer beaucoup d'auteurs contemporains. Je vous ai déjà parlé de Fonagy, mais Mary Main aussi donc que j'ai cité tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres comme, Jude Cassidy par exemple et il y en a sans doute plein d'autres qui vont poursuivre et enrichir cet héritage. Donc c'est vraiment une théorie qui continue d'évoluer, qui n'a jamais été figée déjà du temps de Bowlby puisqu'il a fait beaucoup évoluer sa pensée entre ses hypothèses de départ et la fin de sa vie, mais encore aujourd'hui elle continue d'évoluer avec ce que la science nous apporte comme information. Donc voilà, je vous ai préparé un petit debunk parce que je vois beaucoup d'idées préconçues qui tournent sur les réseaux, forcément, pas formulées comme je vais vous les formuler maintenant, mais en quelques points, je tiens à faire un petit résumé de ce que n'est pas la théorie de Bowlby. Donc, premièrement, le fait qu'on a tous un style d'attachement. Point. Comme je suis un attachement anxieux, je suis ceci ou cela. Non, les styles d'attachement sont des tendances. Ce sont des stratégies relationnelles, ce ne sont pas des identités, ça ne fait pas partie de votre ADN. Ces stratégies, elles évoluent, bah, comme je vous le disais, avec les expériences, les relations, les psychothérapies qu'on entretient, le fait de devenir parent ou tata, bref, d'interagir avec un jeune enfant, forcément, ça implique aussi, une modification de notre manière d'être en relation avec les autres. Donc la théorie de l'attachement, elle nous parle de probabilité, elle ne nous parle pas de destin. Deuxième débunkage, le fait que l'attachement serait du coup une part de notre personnalité. Bowlby n'a jamais dit ça. Voilà. C'est une pièce, du puzzle, mais ce n'est pas ça qui explique toute notre personnalité, parce qu'on a chacun un tempérament, on va être influencé par notre environnement, bien entendu, mais aussi de manière plus large, environnement familial, mais aussi par notre culture, par, ce qui va se passer dans notre pays ou dans notre coin du monde à cette époque de notre vie, par nos expériences, nos relations, l'histoire de notre famille, nos traumas éventuellement aussi, hein, si on en a, et on en a, je pense, tous un petit peu tout au long d'une vie. Donc c'est une pièce du puzzle, mais c'est pas ça qui nous définit. Bien entendu, un autre raccourci très fréquent, c'est que, un enfant a une figure d'attachement. Aussi bien Bowlby que Winnicott d'ailleurs nous disent le contraire, mais en tout cas pour Bowlby, j'apporte une petite nuance parce qu'effectivement au début de sa théorisation, il nous parle de monotropie. Il avait une idée qui a été débunkée de son vivant d'ailleurs et sur laquelle il est revenu. Il parlait de monotropie, c'est-à-dire l'être humain a tendance, de manière totalement innée, à s'attacher à une personne. Voilà. Et donc, il parlait pas forcément de la mère, mais il parlait de un adulte qui devient l'attachement, le seul attachement important de l'enfant. Sa pensée va évoluer là-dessus. Il va reconnaître au fur et à mesure de ses constats et de ses expérimentations et tout ça, qu'un enfant, il peut construire plusieurs liens d'attachement avec son père, sa mère, ses 2 pères, ses 2 mères, mais aussi un autre parent, un grand frère, un grand-père, une famille d'accueil, une nounou, voilà, un personnel de la petite enfance avec qui on peut créer un lien très fort d'attachement. Je me souviens avec beaucoup d'émotion de ma propre nounou quand j'étais petite, tata Milouda, coucou. Hem, la parenthèse perso.
Donc je trouve ça vraiment important en tout cas de noter que Bowlby a fait évoluer sa pensée parce qu'on a toujours tendance, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le fait que non, une théorie n'est pas la réalité. Une théorie, elle évolue et elle évolue souvent d'ailleurs du vivant de celui qui l'a théorisée puisque, a priori, la volonté d'un théoricien, ce n'est pas d'avoir raison avec un grand R et d'imposer le fait qu'il a raison. C'est de proposer une théorie, proposer des hypothèses et de le faire évoluer avec le temps parce que c'est censé être l'objectif d'une théorie. Donc ça a été le cas en tout cas pour Bowlby qui a eu cette grande intelligence d'avoir des idées, de les tester et d'être capable de dire: «Je me suis planté. Les choses ne sont pas tout à fait ou pas du tout comme je les avais imaginées». Hem, un petit debunk sur le fait que, bien entendu, non, les liens de la toute petite enfance ne condamnent pas pour toute une vie, hein, même si les premières relations sont très importantes. Bowlby n'a jamais dit que ça enferme forcément notre destin psychologique à venir. Les modèles internes, ce sont des modèles, ce ne sont pas des prisons, ça peut être révisé et c'est très exactement le rôle, hein, d'une psychothérapie et notamment de la psychanalyse contemporaine. L'enjeu est là, de pouvoir réviser, revisiter nos automatismes. Petit clin d'œil à Winnicott ici dans cette petite, pensée préconçue qui nous dit que les parents doivent être parfaits. Ce qui, crée beaucoup de débats avec notamment dans l'imaginaire, le concept de l'enfant roi qui n'est pas un vrai concept, hein. Un enfant, a besoin de cadre tout autant qu'il a besoin d'amour. Il a besoin d'un cadre qui soit souple et adapté. Donc il ne s'agit absolument pas d'être un parent tyran, mais il ne s'agit pas non plus d'être un parent qui ne pose aucun cadre. Là, je fais donc un petit clin d'œil au travail de Winnicott parce que ça rejoint le travail de Bowlby. Tous les 2 disent que l'adulte qui prend en charge un enfant, il n'a pas à être parfait, il doit être suffisant, suffisamment disponible, suffisamment prévisible, suffisamment capable de réparer les inévitables ruptures qui vont se passer dans la relation. C'est même assez terrible d'imaginer, si c'était possible, un parent parfait. Vous imaginez avoir une mère parfaite? Bon, ce n'est pas, spoiler alert, ce n'est pas possible, mais imaginons que ce soit possible, ce serait terrible pour un enfant. Parce qu'un enfant, son parent, est son modèle. Si son modèle est totalement inatteignable et indépassable, pourquoi vivre? Voilà. Donc non, vous n'êtes pas un parent parfait tant que vous faites ce que vous pouvez. Tant que vous reconnaissez aussi quand vous faites des erreurs, vous êtes capable de vous excuser parce que vous avez explosé de colère, parce que vous étiez fatigué par votre journée de travail. Et ben voilà, on s'excuse, on montre à nos enfants que on n'est pas parfait, mais que c'est pas grave. L'important est de pouvoir s'améliorer d'une fois sur l'autre. C'est sûr que si on montre à nos enfants qu'on est imparfait et qu'on ne fait rien pour améliorer, nos réactions disproportionnées, nos mauvais choix ou nos mauvais comportements, on leur envoie l'image d'un parent qui certes est imparfait, mais ne cherche absolument pas à améliorer le bien-être des gens autour de lui. Donc, soyez un parent imparfait qui se montre suffisamment humain et suffisamment adapté à la réalité pour que vos enfants grandissent avec l'idée que oui, c'est pas grave de ne pas être parfait tant qu'on fait de son mieux. Et parfois, on fait de son mieux comme ça, puis le lendemain, faire de son mieux, c'est là, et c'est pas grave. L'important, c'est de tous les jours essayer de faire de son mieux, reconnaître ce qu'on a mal fait, s'excuser si nécessaire. Bref, on est humain. Enfin, un dernier debunk qui me semble extrêmement important parce que je vous ai parlé il y a quelques semaines d'attachement anxieux, attachement évitant dans un contexte amoureux. Je vous ai fait toute une série de vidéos sur l'amour et comment être en relation amoureuse, et d'où cette, vidéo en particulier qui nous parlait de différents styles d'attachement que sont l'attachement anxieux et l'attachement évitant, qui s'apprécient beaucoup malheureusement, même si les résultats sont rarement jolis jolis. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment quand on parle des styles d'attachement, c'est dans l'immense majorité des cas pour parler d'amour. Je rappelle simplement ici que Bowlby ne travaillait pas sur les adultes. Il ne travaillait pas sur des relations d'adultes et encore moins sur des relations amoureuses.
Heu, il n'était pas sur le Tinder de l'époque à comparer, les différents modes relationnels et les manières de s'attacher entre 2 adultes qui veulent créer un lien amoureux. Il travaillait sur le développement de l'enfant. Donc certes, ça permet d'extrapoler et du coup de travailler sur la manière dont 2 adultes vont entrer en relation. Pour autant, lui n'a jamais travaillé là-dessus. Si vous voulez travailler enfin, si vous voulez lire sur tout ce qui est, justement attachement dans la relation amoureuse, il y a des travaux qui datent des années 80. Je pense à Philippe Shaver et à Hazan, je ne sais plus son prénom, une femme, Hazan. Eux, ils ont travaillé sur la relation amoureuse, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous renvoie plutôt à leur travail à eux. Je pense que c'était une précision historique quand même à répéter. Bref, j'en arrive à la conclusion. Bowlby, au-delà des styles d'attachement qui donc sont son travail et celui d'Ainsworth, la personne même de Bowlby va souvent être mise en avant comme étant une personne qui, à l'époque où la psychanalyse était omniprésente, va rompre avec la psychanalyse. Et ça, je trouve que c'est très simpliste, puisque c'est pas le cas déjà, et parce que ça ne s'est pas fait de cette manière. Bowlby va nous montrer qu'il a quand même été très attaché toute sa vie et dans tout son travail à la psychanalyse, à l'ensemble de la tradition psychanalytique, mais il va refuser de rester enfermé dans le cadre théorique psychanalytique de l'époque. Ce qu'il va vouloir, c'est le faire résonner avec d'autres choses, avec de l'observation clinique, avec la biologie de l'éducation, pas de l'éducation, la biologie de l'évolution. Je ne pense pas qu'il ait travaillé avec des principes éducatifs d'ailleurs. Bref, la biologie de l'évolution, disais-je, tout ce qui est recherche empirique, et puis l'étiologie dont je vous parlais tout à l'heure. Et en ça, effectivement, il va vraiment ouvrir une grande porte-fenêtre entre la psychologie, la psychanalyse plutôt, et le reste des sciences. Voilà, au lieu d'opposer psychanalyse et autres sciences, il les fait se compléter et dialoguer entre elles. Et ça, je trouve ça extrêmement pertinent. C'est ce qui a influencé par la suite la psychologie de manière générale, la psychiatrie, les neurosciences et la psychanalyse contemporaine telle que je la pratique. Donc pour moi, c'est vraiment un de mes «fondateurs» entre guillemets. Heu, je vous ai déjà parlé de Fonagy, de Winnicott, de Carl Rogers. Je vous les présenterai les uns après les autres, mais c'est vrai que d'Irving Yalom aussi, qui pour moi est une des bases de ma pratique. Mais, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, mérite d'être connu pour ça et non pas que pour sa théorie. On devrait le faire connaître pour être quelqu'un qui a fait dialoguer entre elles différentes sciences qui se voulaient très fermées sur elles-mêmes, les unes comme les autres d'ailleurs. Et ça nous semble assez logique aujourd'hui, en tout cas moi ça me semble extrêmement logique, quand on parle de psychisme humain, de penser également à la culture dominante, à faire de la sociologie, à faire des sciences de l'éducation, à voir comment le petit enfant évolue, à voir la culture, à voir le biologique, comment le corps fonctionne, comment les neurosciences influencent tout ça. Mais à l'époque, c'était complètement novateur et ça, c'est vraiment super. Donc, oui, je voudrais aussi rajouter le fait qu'il ait fait évoluer sa pensée, ça aussi, je trouve toujours très dommage, comme ça a été le cas pour Freud, qu'on résume quelqu'un en disant: «Il a parlé de tel truc à telle période de sa vie et donc c'est ça sa théorie». Non, en réalité, si vous regardez le travail de Freud, de Mélanie Klein comme de Bowlby, entre ce qu'ils théorisaient au début et la fin de leur vie, leur pensée a évolué et Bowlby, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas arrêté de faire évoluer sa pensée. Heu et puis même après sa mort, son travail a continué d'évoluer. Les chercheurs continuent de faire, bouger, et évoluer, de modifier son travail, de le poursuivre. Dans les prochaines vidéos, que je vous ferai sur les penseurs, je vais continuer justement à vous présenter certains d'entre eux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une vidéo sur Winnicott qui est un des piliers de ma pratique, va arriver d'ici quelques semaines. Je tiens aussi à vous faire une vidéo sur Ainsworth. Ainsworth parce que sans qui on ne parlerait pas de style d'attachement et les femmes sont trop souvent invisibilisées quand on parle de psychologie. Et puis Winnicott à la suite de Bowlby parce que concrètement,
tous les 2, ils sont partis de la même idée, hein, que les enfants ont besoin d'une base de sécurité. Mais Winnicott, il va vraiment répondre à la question du comment. Comment la sécurité se construit concrètement dans les premiers mois de vie. Donc voilà, ça me semble très pertinent de vous les présenter un petit peu à la suite pour qu'on reste dans une mini-série sur le développement psychique du très jeune enfant et comment ça influence après la vie d'adulte. J'espère que cette, nouvelle vidéo sur les penseurs, qui ont formaté notre monde, qui nous ont fait, voir le monde autrement et notamment l'humain autrement, que tout ça, ça vous a intéressé, ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires du réseau social sur lequel vous regardez cette vidéo. Je suis toujours heureuse de vous lire et je réponds à vos questions avec plaisir. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. Passez une bonne fin de journée. Bye bye.